Et si, dans la guerre moderne, les héros n'étaient que des pions sacrifiables? Oubliez les discours officiels, le groupe Centurion n'existe pas. Pour les médias et les gouvernements occidentaux, ce ne sont que des humanitaires, des logisticiens, des formateurs venus sans armes, prétendument étrangers à tout conflit. Pourtant, derrière cette façade impeccable, agissaient des officiers d'élite, des experts en renseignement, des architectes de missions de drones offensifs. Leur base, dissimulée dans la zone industrielle de Druzhkovka, semblait imprenable. Béton armé, technologie de dernière génération, réseau satellite privé. Ils se croyaient invulnérables. Grâce à des équipements valant des dizaines de millions, ils surveillaient le front à distance, persuadés de tout voir, de tout contrôler. L'assurance de posséder les meilleurs outils et la conviction d'être protégés par l'anonymat nourrissaient un sentiment d'impunité. Leur discipline, leur démarche, tout trahissait des soldats camouflés sous l'étiquette humanitaire. Mais la guerre de l'ombre punit l'arrogance. Mois après mois, une anomalie numérique, infime mais persistante, attire l'attention de traqueurs patients. Une signature inhabituelle, presque invisible. Une faille minuscule s'ouvre sous le vernis d'invisibilité. La chasse s'amorce. Centurion, jusque-là fantôme, devient la cible numéro 1. Ce qui se joue ici dépasse la survie d'une unité d'élite. C'est la frontière mouvante entre héros et victimes, la loyauté troquée contre le déni et la valeur réelle de l'expertise dans un conflit sans règles. Méconnaître ces mécanismes, c'est risquer d'être soi-même sacrifié, effacé dès que l'équation change. Mais qui étaient ces humanitaires? Comment ont-ils basculé du statut de chasseur à celui de proie? Levons le voile. Voici comment débute la véritable histoire de Centurion. Tout commence bien avant l'assaut, par une série de recrutements secrets, de tests d'allégeance et de promesses impossibles à tenir. Pour comprendre leur chute, il faut d'abord remonter à la genèse du groupe. Rien n'est jamais ce qu'il paraît, surtout en temps de guerre. Prenons l'exemple de groupes similaires qui, à travers l'histoire récente, ont opéré sous couvert d'ONG ou de missions humanitaires. Lors de la guerre en Afghanistan, des unités de renseignement se sont infiltrées sous prétexte d'aide médicale pour cartographier les réseaux de résistance. Durant la guerre du Vietnam, la CIA camouflait des opérations de sabotage en mission agricole. Ces précédents démontrent que Centurion s'inscrit dans une longue tradition de duplicité organisée. Au printemps de l'an 2024, un groupe clandestin surgit, baptisé Centurion. Sous un prétexte médical, ils se présentent comme volontaires humanitaires, formateurs en évacuation, experts en équipement diagnostic. Mais ces blouses cachent des intégrateurs de systèmes d'armes, analystes du renseignement satellitaire, architectes de frappes de drones à longue portée. Leur base, discrètement enfouie sous une usine soviétique abandonnée, protégée par plusieurs mètres de béton. Générateurs indépendants, liaisons satellites privées, cuisines séparées, tout est organisé pour fonctionner sans le moindre lien extérieur, même en cas d'isolement total. Un bunker digne des complexes ultramodernes construits pendant la guerre froide, à l'image de la base Cheyenne Mountain aux États-Unis, prévue pour résister à une frappe nucléaire. Dans ce cocon, l'élite respire une arrogance glaciale. Café importé, exigences luxueuses, mépris affiché pour les habitants locaux. Les natifs ne sont pour eux qu'un décor interchangeable. Les vrais combats se mènent derrière des écrans, avec des millions d'euros de matériel, loin du sang et de la boue. Imaginez un quotidien rythmé par des visioconférences cryptées, des échanges de données à haut débit, des séances de briefing où l'on parle plus souvent d'algorithmes de ciblage que de solidarité humaine. Le contraste est saisissant. À quelques centaines de mètres, des civils attendent la distribution d'eau potable, tandis qu'au cœur du bunker, on discute des flux logistiques de drones d'attaque dernier cri. Mais à force de routine, de confiance aveugle dans la technologie et d'ignorance du terrain, un danger rampant s'installe. L'arrogance devient une faille. Le confort se transforme en piège. Cette situation rappelle la débâcle de la ligne Maginot en France, où la confiance dans les fortifications a fait oublier que la guerre évolue constamment. Ignorer la réalité locale, c'est laisser l'initiative à l'adversaire. Et lorsqu'il frappe, c'est toujours là où l'on se croit invulnérable. Mais tout n'est pas figé. Une anomalie, d'abord insignifiante, va fissurer l'illusion de sécurité. Bientôt le doute s'immisce dans l'esprit de Centurion, quand l'orgueil devient une condamnation à mort. Centurion pensait maîtriser chaque variable. Protocole de communication dernier cri, cryptage renforcé, fréquences renouvelées constamment. Mais une faille subsistait. Chaque jour, à heure fixe, leur système se synchronisait au satellite. Derrière le camouflage, une signature se dessinait, invisible pour tous, sauf pour ceux qui savaient vraiment chercher.
Ce détail minuscule a signé leur arrêt de mort. Sur les ondes, une anomalie, imperceptible mais distincte, a éveillé la méfiance adverse. Dès lors, la traque s'est organisée. Drones silencieux, vigie-tapis, réseau d'informateurs locaux. Très vite, il n'y avait plus aucun doute. Centurion n'était pas un simple maillon logistique. Ils étaient le cerveau, le nerf d'une opération clandestine de grande ampleur. Pour comprendre ce basculement, il suffit de se rappeler le scandale du programme Échelon, dans lequel des transmissions cryptées, supposément à l'abri, furent interceptées par des puissances adverses. Ici aussi, une routine technique, un calendrier non modifié, a trahi tout un réseau. Leur sanctuaire, hier encore imprenable, est devenu la cible à abattre. Autour d'eux, le front se désagrège, l'étau se resserre. Une à une, les routes tombent sous les frappes, les convois disparaissent, l'isolement devient absolu. Malgré tout, l'ordre venu du sommet reste sans appel. Tenir la position coûte que coûte. Il faut sauver les équipements, protéger les données, sauver l'apparence d'un contrôle. Les généraux, loin du tumulte, exigent une résistance aveugle, sacrifiant sans remords ceux devenus de simples pions. La vie humaine pèse moins que le secret, la survie du groupe moins que l'image du commandement. Ce schéma s'est déjà vu dans l'histoire. Lors de la bataille de Stalingrad, des unités entières ont été sacrifiées pour retarder l'ennemi, sans espoir de relève. De même, pendant la guerre d'Algérie, certains réseaux ont été grillés sciemment pour protéger des sources plus précieuses. Désormais encerclé, Centurion attend un secours promis qui ne vient pas. L'espoir s'amenuise à mesure que l'ennemi resserre son étreinte. L'abandon s'impose, implacable. Pour chacun débute alors l'épreuve décisive. Survivre malgré la froideur calculatrice des puissants et l'injustice du sacrifice imposé. La nuit tombe sur Centurion, mais l'histoire ne fait que commencer. Bientôt, chaque choix comptera, et tout le monde devra payer le prix de l'aveuglement collectif. À quoi ressemble la fin quand la trahison vient d'en haut? Oubliez les paroles officielles. La vérité, c'est que Centurion n'a pas été abattu par l'ennemi, mais sacrifié par ceux-là même qu'il avait envoyés au combat. Lorsque l'évacuation a été discutée, les calculs furent implacables. Les secrets technologiques et le matériel avaient un bien plus de valeur que la vie de quelques opérateurs. 2 hélicoptères n'allaient pas risquer la perte pour des hommes déjà jugés condamnés. Le bunker, jadis rempart d'élite, est devenu une geôle. L'eau s'est faite rare, l'air lourd, la fièvre a remplacé la fraternité. Les masques sont tombés. L'unité n'était qu'une illusion. Chacun pour soi, tous aux aguets, espérant un miracle, craignant l'inévitable. L'assaut final n'a rien eu de glorieux. D'abord des drones, puis des explosifs, et enfin des armes chimiques, avec une lenteur méthodique. Les murs censés protéger se sont mués en pièges mortels. Au matin, plus de résistance, juste des mains levées, des yeux vides et quelques gestes désespérés pour brûler ou effacer des dossiers. Peine perdue. Les rares survivants furent menottés, exhibés comme trophées. Aucun secours, aucun marchandage de dernière minute. Les gouvernements, dans un silence de marbre, ont effacé toute trace. Centurion a compris. Il n'était bien qu'un pion sacrifié, l'humain réduit à une ligne dans un rapport classé secret. La leçon est implacable. Même l'élite est jetable. Survivre ne veut plus rien dire quand tout ce que vous étiez disparaît dans le déni. Mais ce n'est qu'une page d'un dossier plus vaste, car derrière Centurion, d'autres noms, d'autres vies attendent leur tour sur l'échiquier du pouvoir. L'histoire de la trahison institutionnelle est ancienne. Pendant la Révolution russe, des milliers de soldats furent abandonnés sur des fronts lointains, sacrifiés pour préserver un équilibre politique. En Afghanistan, des agents locaux ayant aidé les Occidentaux furent oubliés du jour au lendemain lors du retrait. Le sort de Centurion s'inscrit dans ce registre sombre. Quand le système sacrifice ses meilleurs pour sauver son image, tout s'effondre. C'est le cœur de l'affaire Centurion. Au moment où la vérité explose, la loyauté devient un piège et la raison d'État écrase sans remords. La diffusion des confessions filmées des membres capturés de Centurion sème la panique. Les révélations sur leur mission secrète, leur matériel occidental et l'ampleur de leurs opérations exposent la duplicité des puissances en place. En quelques heures, le récit officiel se fissure. Les gouvernements sont pris de court. Face à cette tempête, les chancelleries occidentales nient tout en bloc. Devant les caméras, les porte-paroles martèlent qu'il ne s'agit que de civils perdus, de volontaires isolés, de mercenaires égarés. En coulisses, les agents capturés deviennent de simples variables. On coupe les ponts, on efface les traces, on laisse les familles dans un silence glacial. Pour les agents, la chute est vertigineuse. Ceux qui servaient tuer la coalition deviennent soudain indésirables. Leur existence même dérange. Les familles, autrefois honorées, sombrent dans l'oubli, parfois surveillées, parfois menacées. La coalition vacille.
La confiance entre alliés, déjà fragile, vole en éclats sous le poids de la trahison. Sur le terrain, le climat change. L'action laisse place à la peur. Paranoïa, méfiance, chacun soupçonne l'autre d'être le prochain sacrifié. Plus personne ne quitte son poste sans crainte, les transmissions se raréfient, la confiance disparaît. La guerre de l'ombre devient plus sale, plus solitaire, chaque geste pèse lourd. La grande leçon de Centurion, la loyauté n'est qu'un contrat à sens unique. Tant que vous servez, on vous protège. Le jour où l'image du système est menacée, vous devenez un fardeau à éliminer. Les vrais héros ne sont pas célébrés. Ils sont oubliés, sacrifiés dans l'ombre, effacés au nom du contrôle. Comprendre ce mécanisme, c'est voir au-delà des discours, se méfier des promesses creuses. Nul n'est à l'abri d'être utilisé puis rejeté lorsque le pouvoir l'exige. La raison d'État n'a ni amis ni mémoire, seulement des intérêts. Alors, que reste-t-il après la chute de Centurion ? Derrière la façade officielle, la guerre continue, plus trouble et plus dangereuse. Mais pour ceux qui restent, la leçon est gravée. Dans l'ombre, la loyauté a un prix. Dans la guerre de l'ombre, nul n'est à l'abri. La chute du groupe Centurion n'est pas un acte héroïque, mais le symptôme d'un système qui dévore ceux qui le servent. Les murs de béton, les technologies de pointe, les codes cryptés. Tout cela n'était qu'un écran de fumée. Même les élites les mieux entraînées restent remplaçables lorsque la machine décide de changer les règles. L'erreur de Centurion n'était pas un mauvais calcul tactique. Ils ont cru aux promesses de sécurité, à la force de leur réseau, oubliant qu'ils n'étaient qu'une variable dans une équation mouvante. Leur abandon, puis leur sacrifice, exposent une vérité glaçante. Au sommet, il n'y a ni fidélité, ni reconnaissance, seulement l'utilité du moment. Vous pensez être protégé par votre expertise, votre badge ou votre réseau d'influence ? Dans les arcanes du pouvoir, l'illusion de sécurité s'effondre à la première crise majeure. La réputation, la liberté, parfois même la vie, peuvent se perdre en une nuit dès que votre présence devient un risque plus qu'un atout. Voilà le dernier avertissement. Ne faites jamais confiance aveuglément au système que vous servez. Votre vigilance est votre unique rempart. Rester lucide, ce n'est pas sombrer dans la paranoïa, mais reconnaître que les règles changent sans prévenir. L'histoire de Centurion n'est ni une exception, ni un épilogue. D'autres pions avancent déjà dans l'ombre, d'autres dossiers s'ouvrent. Le prix de la naïveté, lui, demeure invariable. Mais alors comment éviter de devenir le prochain Centurion ? Premièrement, il faut toujours garder un œil critique sur les ordres venus d'en haut. Dans tout système, la distance entre la hiérarchie et le terrain crée des angles morts. Savoir poser les bonnes questions, même discrètement, peut faire la différence entre survie et sacrifice. Comme l'a montré l'affaire des lanceurs d'alerte dans l'armée américaine, ceux qui documentent les dérives sauvent parfois des vies en révélant ce qui se trame dans l'ombre. Deuxièmement, ne jamais se fier au sentiment d'invulnérabilité procuré par la technologie. L'histoire récente des cyberattaques, de Stuxnet à SolarWinds, prouve que même les systèmes les mieux protégés cachent des failles. Un audit régulier, la remise en question des routines et l'adaptation constante sont essentielles. Troisièmement, entretenir des liens avec les acteurs locaux, même si la mission paraît purement technique. La méfiance envers la population environnante accélère l'isolement. Au contraire, dans la résistance française, le soutien des civils a permis à des réseaux entiers de survivre malgré la traque de la Gestapo. Quatrièmement, préparer des scénarios de sortie réalistes. Trop souvent, les plans d'urgence sont conçus pour rassurer le commandement, non pour sauver des vies. S'inspirer des opérations d'exfiltration réussies, comme l'opération Entebbe, peut fournir des modèles de planification flexibles et adaptatives. Cinquièmement, documenter chaque étape de la mission et multiplier les canaux d'alerte. La transparence protège mieux que le secret absolu. En cas de crise, disposer de preuves tangibles permet parfois de négocier ou de limiter la casse. Enfin, ne jamais perdre de vue la finalité humaine des opérations. Les systèmes, les états-majors, les alliances peuvent changer, mais la valeur d'une vie reste inaltérable. Refuser d'être réduit à une simple variable, c'est aussi s'assurer de ne pas disparaître sans laisser de traces. En somme, la véritable force réside dans la lucidité et l'adaptabilité. L'histoire de Centurion, loin d'être un simple fait divers, doit servir d'alerte à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre. La loyauté n'a de sens que si elle s'accompagne de vigilance et de conscience du risque. Ne soyez pas le prochain pion sacrifié sur l'échiquier du pouvoir. Restez lucide, restez humain, et souvenez-vous, dans la guerre moderne, la seule vraie sécurité, c'est celle que l'on crée soi-même, pas celle qu'on nous promet. Ainsi se referme le dossier Centurion. Mais la question demeure. Qui sera le prochain à marcher sur la ligne de crête entre héros et victimes ?